Je suis rentrée à la maison parce que j'avais oublié mes médicaments pour la tension, mais en ouvrant la porte, j'ai entendu des voix dans le salon. Je me suis figée en reconnaissant la voix de ma belle-fille, Mélanie, qui parlait au téléphone avec quelqu'un. « Oui, maman, on a presque tout réglé. La vieille va devoir lâcher la maison. »« Elle n'a pas le choix, » disait-elle en faisant les 100 pas. Mon cœur s'est emballé lorsqu'elle a poursuivi. « Julien et Antoine sont déjà d'accord. Je leur ai dit que c'était juste, qu'après tant d'années à s'occuper d'elle, on mérite bien qu'elle nous donne la maison pour que toute notre famille puisse vivre confortablement. Mes fils exigeaient que je cède ma maison à toute la famille de ma belle-fille, mais j'avais d'autres projets. Je me suis cachée derrière la porte, sentant mes mains trembler d'indignation. Mélanie a continué à parler. Papa pourra faire venir les oncles aussi. Après tout, la maison est grande et si Amélie ne veut pas, qu'elle aille dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça. Elle a fait son temps. Chaque mot était comme un poignard en plein cœur. Cette femme que j'avais accueillie chez moi comme une fille, que j'avais soignée quand elle était malade, que j'avais aidée financièrement dans ses moments difficiles, prévoyait maintenant de me prendre la seule chose qui me restait, la maison que j'avais construite de mes propres mains en travaillant en double journée à l'usine de textile pendant 30 ans. J'ai ressenti un mélange de douleur et de rage que je n'avais jamais connu auparavant. Comment était-il possible que mes propres fils soient d'accord avec un tel plan? Julien, mon aîné, que j'avais élevé avec tant d'amour après que son père nous eût abandonnés alors qu'il n'avait que 5 ans. Antoine, mon bébé, qui avait toujours été le plus affectueux et protecteur avec moi. Croyait-il vraiment que je méritais d'être jetée comme un vieux meuble? Mélanie a raccroché et est sortie dans le jardin. J'en ai profité pour entrer discrètement, faire semblant de venir d'arriver et prendre mes médicaments. Quand elle s'est revenue, elle m'a trouvée dans la cuisine en train de préparer du café. « Oh, belle maman, je ne vous avais pas entendue arriver, » dit-elle, avec ce faux sourire que je reconnaissais maintenant parfaitement. « Je suis venue chercher mes comprimés, je les avais oubliés ce matin. » ai-je répondu en essayant de rester calme. Mais à l'intérieur, mon esprit tournait à 1000 à l'heure, essayant de digérer ce que je venais de découvrir. Pendant les minutes qui ont suivi, tandis que nous partagions le café, j'ai observé chaque geste de Mélanie avec un regard neuf. La façon dont elle regardait la maison, comme si elle était déjà à elle, comment elle parlait des améliorations qui pourraient être faites, des espaces mieux exploités. Tout prenait sens maintenant. Les visites de plus en plus fréquentes, les questions sur mes papiers, les suggestions subtiles de moderniser certaines choses dans la propriété. J'avais été si naïve, si confiante. Vous savez, belle maman, Julien et moi, on pensait qu'il serait bon qu'on parle de l'avenir, commença Mélanie d'un ton mielleux. Vous avez déjà 67 ans et entretenir cette grande maison doit être épuisant. Peut-être serait-il temps de penser à quelque chose de plus pratique. La voilà, elle commençait à exécuter son plan, mais je n'étais plus la même femme naïve d'il y a 5 minutes. Pratique ? ai-je demandé en feignant la curiosité. Oui, nous pourrions vous aider davantage si nous vivions ici. Et ainsi vous n'auriez pas à vous soucier des dépenses, de l'entretien, de toutes ces choses pesantes. L'hypocrisie était nauséabonde. Cette même femme qui contribuait à peine avec 50 € par mois aux dépenses, lorsqu'elle vivait ici les premières années de son mariage, se souciait maintenant de mon bien-être. La même qui n'avait jamais levé le petit doigt pour aider au ménage ou à la cuisine, qui avait toujours des excuses pour ne pas m'accompagner chez le médecin ou au marché. Maintenant, il s'avérait qu'elle voulait prendre soin de moi en vivant dans ma maison avec toute sa famille. « C'est très attentionné de ta part, Mélanie, » ai-je répondu en gardant mon sang-froid. « Mais tu sais que j'aime mon indépendance. Cette maison a été mon refuge pendant tant d'années. » Elle a insisté. « Mais réfléchissez-y bien, belle maman. Nous pourrions nous occuper de tout. Vous n'auriez qu'à profiter de vos petits-enfants et à vous reposer. » Des petits-enfants que je voyais à peine, parce qu'ils avaient toujours des excuses, pour ne pas me rendre visite. Des petits-enfants que Mélanie utilisait comme monnaie d'échange quand elle avait besoin de quelque chose de moi. Je l'ai salué cordialement et je suis retournée à mon travail,
mais mon esprit ne cessait de tourner. Pendant tout l'après-midi, en vérifiant des factures et en servant des clients dans mon petit atelier de retouche, je ne pouvais pas me concentrer. Les mots de Mélanie résonnaient dans ma tête. La vieille va devoir lâcher la maison. Comme si c'était une obligation, comme si je leur devais quelque chose, comme si toutes ces années de sacrifice, de travail acharné, de construction d'un patrimoine de mes propres mains ne signifiaient rien. Ce soir-là, seule dans ma maison, j'ai marché dans chaque pièce, me remémorant les moments vécus entre ces murs. Le salon où nous avions célébré le premier anniversaire de Julien, la cuisine où j'avais appris à mes fils à faire des crêpes, le jardin où j'avais planté les roses que j'aimais tant. Chaque recoin avait une histoire. Chaque espace gardait les souvenirs d'une vie entière de travail et de dévouement. Et maintenant, il voulait tout m'arracher, comme si je n'avais pas le droit de profiter du fruit de mes efforts. Le lendemain, je me suis réveillée avec une étrange sensation de calme. C'était comme si j'avais dormi profondément pour la première fois depuis des mois, malgré tout ce que j'avais découvert. En préparant mon café matinal, j'ai réfléchi à la façon dont j'en étais arrivée là, à cette vie qu'il m'avait tant coûté de construire. Je me suis souvenue de mes débuts, quand Julien avait à peine 5 ans et Antoine était un bébé dans les bras. Leur père nous avait abandonnés sans préavis, me laissant seule avec 2 jeunes enfants et sans un sou en poche. À cette époque, je travaillais à l'usine de textile de 6 heures du matin à 15 heures, et le soir, je faisais des coutures à la maison pour gagner quelques euros supplémentaires. Mes mains étaient toujours occupées, toujours à créer, toujours à me battre pour faire avancer ma famille. Le week-end, je vendais des quiches et des gâteaux sur le marché local, me levant à 4 heures du matin pour préparer la pâte et la garniture. Chaque euro que je gagnais était sacré. Chaque centime avait une destination. La nourriture, les vêtements pour les enfants, les médicaments quand ils tombaient malades. Je me souviens très bien du jour où j'ai décidé d'acheter ce terrain. Julien avait 12 ans et Antoine 10. Nous avions vécu dans un petit appartement en location où nous partagions tous les 3 une seule chambre. Les garçons dormaient dans un lit et moi sur un matelas par terre. Je rêvais de leur offrir quelque chose de mieux, un endroit à nous où ils pourraient courir, jouer, grandir sans les contraintes, de l'espace réduit. J'avais économisé pendant 7 ans, gardant chaque pièce dans une boîte à biscuits que je cachais sous mon lit. Le terrain coûtait 8 000 €, une fortune pour moi à l'époque. Mais le vendeur, un monsieur âgé nommé Don Hilaire, a eu pitié de ma situation. Il m'a permis de le payer en plusieurs fois sur 2 ans, à condition que si je prenais du retard sur un seul paiement, je perdrais tout ce que j'avais investi. J'ai signé sans hésiter, sachant que c'était ma seule chance de construire quelque chose de durable pour mes fils. Pendant ces 2 années, j'ai travaillé comme jamais auparavant. J'ai pris des heures supplémentaires à l'usine. J'ai accepté tous les travaux de couture qui se présentaient. J'ai vendu jusqu'à la dernière part de quiche les week-ends. La construction de la maison fut un processus lent mais plein d'espoir. J'ai engagé un maçon pour les fondations et les murs principaux, mais tout le reste, je l'ai fait moi-même avec l'aide de quelques voisins solidaires. J'ai appris à installer la plomberie en regardant des tutoriels sur Internet à la bibliothèque municipale. J'ai peint chaque mur de mes propres mains. J'ai posé chaque carreau de la salle de bain en travaillant jusqu'à tard dans la nuit. Julien et Antoine m'aidaient après l'école, transportant des briques, mélangeant du ciment, nettoyant les décombres. C'était notre projet familial, notre rêve partagé. Je me souviens de l'émotion sur leur visage le jour où nous avons finalement emménagé. Julien a couru dans toute la maison en criant de joie, choisissant sa chambre. Antoine n'arrivait pas à croire que nous aurions notre propre jardin où nous pourrions planter ce que nous voulions. Cette première nuit, dans notre nouvelle maison, nous sommes restés éveillés tous les 3 jusqu'à tard, allongés sur le sol du salon, car nous n'avions pas encore de meubles, mais nous étions immensément heureux. C'était notre maison, construite avec amour, sacrifice et énormément de travail. Les années suivantes furent celles de la stabilité et de la croissance. Mon atelier de retouche a commencé à prospérer. Les enfants étudiaient dans une bonne école. Nous avions une routine tranquille et prospère. Julien excellait en mathématiques.
et rêvait de devenir ingénieur, tandis qu'Antoine montrait un talent pour l'art et parlait d'étudier le design graphique. Je les soutenais en tout, payant des cours particuliers quand ils en avaient besoin, achetant du matériel pour leurs projets scolaires, m'assurant qu'ils ne manquaient jamais de rien pour leur éducation. Quand Julien a eu 18 ans, je lui ai offert 1 000 € pour son baccalauréat. C'était de l'argent que j'avais économisé centime par centime pendant 2 ans, le gardant dans le secret pour cette occasion spéciale. Il a pleuré quand je le lui ai donné, me disant que j'étais la meilleure mère du monde. J'ai fait de même avec Antoine 2 ans plus tard. J'ai toujours essayé d'être juste avec les deux, de leur donner les mêmes opportunités, le même amour, le même dévouement. Julien a rencontré Mélanie à l'université. Au début, elle m'a semblé être une fille douce, polie, avec de bonnes manières. Elle venait d'une famille aux ressources modestes, toute comme nous, et cela me faisait sentir qu'elle comprendrait nos valeurs et l'effort derrière chaque chose que nous avions. Quand il m'a demandé la main de Mélanie, j'ai pleuré d'émotion. Mon fils aîné se mariait avec une bonne femme, ou du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Le mariage a été célébré dans notre maison, dans le jardin que j'avais mis tant de mal à créer et à entretenir. Les premières années de mariage furent harmonieuses. Mélanie et Julien ont vécu avec moi pendant 2 ans, le temps qu'ils finissent l'université et trouvent un emploi stable. Je ne leur ai jamais demandé de loyer, seulement de contribuer avec 50 € par mois pour les frais de nourriture et de service. Mélanie aidait occasionnellement au ménage et à la cuisine, bien qu'elle semblât toujours le faire à contre-cœur, mais j'attribuais son attitude à la jeunesse et à l'adaptation naturelle de la vie avec la belle-mère. Quand ils ont finalement déménagé dans leur propre appartement, j'ai ressenti un mélange de fierté et de nostalgie. Mon fils avait réussi à devenir indépendant, à fonder sa propre famille, à construire son avenir. C'était exactement ce dont j'avais rêvé pour lui lorsque je travaillais ces longues journées à l'usine. Antoine a continué à vivre avec moi quelques années de plus, jusqu'à ce qu'il trouve lui aussi un travail et devienne indépendant. Pour la première fois depuis des décennies, je me suis retrouvée seule dans la maison, mais je ne me sentais pas seule. Je me sentais comblée, satisfaite d'avoir accompli ma mission de mère. Les années de solitude furent en réalité des années de redécouverte personnelle. J'ai pu consacrer plus de temps à mon entreprise, élargir ma clientèle, économiser plus d'argent. J'ai rénové certaines parties de la maison, remplacé les vieux meubles par d'autres plus confortables. J'ai planté de nouvelles fleurs dans le jardin. C'était mon âge d'or, la récompense après des décennies de sacrifices. Mes fils venaient me rendre visite régulièrement. Mélanie semblait m'avoir pris en affection sincère. Les petits-enfants remplissaient la maison de rire pendant les week-ends. Mais maintenant, en me remémorant tous ces moments, en buvant mon café, je me rendais compte que les signes étaient là depuis longtemps. Les questions de plus en plus fréquentes sur mes économies, les suggestions de moderniser la maison, les commentaires sur le fait qu'elle était trop grande pour une personne seule. Mélanie avait semé les graines de son plan pendant des années, si subtilement que je ne m'étais même pas rendu compte de ce qui se passait. La réalité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ils avaient attendu patiemment que je vieillisse assez pour être considérée comme vulnérable. Ils avaient calculé le moment parfait pour exécuter leur plan, quand ils penseraient que je serais trop faible ou confuse pour résister. Mais ils s'étaient complètement trompés. À 67 ans, mon esprit était plus clair que jamais, et ma détermination était de faire. 3 jours après avoir entendu la conversation téléphonique de Mélanie, j'ai décidé que j'avais besoin de plus d'informations avant de prendre une décision. Je ne pouvais pas agir sur la seule base d'un appel, aussi révélateur soit-il. Ce matin-là, alors que j'arrosais les plantes du jardin, j'ai vu arriver la voiture de Julien. C'était étrange car normalement, il me prévenait quand il venait me rendre visite. Mais cette fois, il est arrivé sans prévenir, accompagné d'Antoine. Mes 2 fils ensemble, chose qui n'arrivait pas souvent sauf pour une occasion spéciale. Je les ai salués avec ma naturelle habituelle, leur offrant du café et leur demandant des nouvelles de leur famille. Mais il y avait quelque chose de différent dans leur comportement. Julien semblait nerveux, évitant le contact visuel direct, tandis qu'Antoine était inhabituellement sérieux.
Après quelques minutes de conversation banale, Julien s'est raclé la gorge et a dit « Maman, nous devons te parler de quelque chose d'important. » Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé mon sang-froid. « Bien sûr, mes fils, dites-moi ce que vous avez à me dire. » ai-je répondu en servant le café dans les tasses qu'ils m'avaient eux-mêmes offertes des années auparavant. Antoine fut le premier à parler. « Maman, nous avons beaucoup réfléchi à ta situation ici, dans la maison. » Le mot « situation » m'a paru étrange, comme si vivre dans ma propre maison était un problème nécessitant une solution. Julien et moi, nous pensons qu'il est temps que tu envisages, que tu penses à des alternatives plus confortables pour toi. Voilà, ça commençait exactement comme Mélanie l'avait prévu. Mes propres fils, les enfants que j'avais élevés avec tant d'amour et de sacrifice, me suggéraient maintenant d'abandonner mon foyer. Julien a pris la parole. « Écoute maman, ce n'est pas qu'on veuille se débarrasser de toi ou quelque chose comme ça. C'est juste que cette maison est très grande, très coûteuse à entretenir pour une personne seule. Les frais de service, les réparations, le jardin, tout ça, c'est beaucoup de travail pour quelqu'un de ton âge. » 67. On ne me semblait pas si vieux, surtout que je me sentais forte et capable de m'occuper de ma propriété. Mais apparemment pour eux, j'étais déjà une vieille femme décrépite, incapable de gérer ses propres affaires. De plus, a poursuivi Antoine, nous avons pensé que tu serais plus à l'aise dans un endroit plus petit, plus facile à nettoyer et à entretenir. Il y a même de très belles résidences pour personnes âgées, avec des activités, de la compagnie, une assistance médicale 24 heures sur 24. Des résidences, des maisons de retraite. Exactement ce que Mélanie avait mentionné dans sa conversation téléphonique. La coïncidence était trop évidente pour être une simple casualité. J'ai feinte la considération tout en mesurant intérieurement l'ampleur de leur trahison. « C'est intéressant ce que vous me dites, » ai-je répondu lentement. « Mais je ne comprends pas pourquoi vous pensez que j'ai besoin de changer mon mode de vie. Je me sens très bien ici. Cette maison a été toute ma vie. » Julien s'est agité, mal à l'aise sur sa chaise, avant de continuer. « C'est que, maman, nous aussi, nous avons nos besoins. Julien Junior grandit, il a besoin de plus d'espace, et la famille de Mélanie... » La vérité commençait à poindre. « La famille de Mélanie ?» ai-je demandé en feignant la confusion. « Oui, » a poursuivi Julien. Ses parents ont des difficultés financières, et ses frères ont aussi besoin d'un endroit où vivre temporairement. Nous pensions que si tu déménageais dans quelque chose de plus petit, nous pourrions utiliser cette maison pour aider la famille. Ce serait comme une œuvre de charité. Œuvre de charité. Ma maison, construite à la sueur de mon front, le sacrifice de décennies, était maintenant présentée comme une opportunité de faire la charité avec la famille de ma belle-fille. Antoine a ajouté « Et ne pense pas que nous allons t'abandonner, maman. Nous serions aux petits soins pour toi. Nous te rendrions visite constamment. Nous pourrions même t'aider financièrement avec les frais de ton nouveau logement. » L'ironie était cruelle. Il m'offrait une aide financière pour payer une maison de retraite, tout en s'appropriant la maison qui valait plus de 200 000 € sur le marché actuel. Une maison dont la valeur avait considérablement augmenté depuis que je l'avais construite, grâce à toutes les améliorations et à l'entretien constant que je lui avais prodigué. « Je comprends votre inquiétude pour moi, » ai-je dit en gardant un ton calme. « Mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir. C'est une décision très importante. Changer toute une vie ne se fait pas du jour au lendemain. » Julien a semblé soulagé que je n'aie pas immédiatement rejeté l'idée. « Bien sûr, maman, prends le temps qu'il te faut. Mais pense-y bien, ce serait le mieux pour tout le monde. » Le mieux pour tout le monde. Sauf pour moi, évidemment. Après leur départ, je suis restée assise dans mon salon, me remémorant la conversation. Chaque mot avait été soigneusement calculé, chaque argument conçu pour me faire sentir comme un fardeau, comme quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé de sa propre vie. Mais je connaissais la vérité. Cela n'avait rien à voir avec mon bien-être ou mon confort. C'était de la pure cupidité, de la pure ambition de s'approprier ce qui ne leur appartenait pas.
Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé mon amie Evelyne, la seule personne en qui je pouvais avoir une confiance absolue. Evelyne et moi avions travaillé ensemble à l'usine de textile pendant plus de 20 ans et elle avait été témoin de toute ma lutte pour construire cette vie. Si quelqu'un pouvait comprendre la gravité de la situation, c'était bien elle. « Evelyne, j'ai besoin de te voir de toute urgence, lui ai-je dit au téléphone. Il se passe quelque chose avec mes fils et j'ai besoin d'un avis extérieur. » Nous nous sommes retrouvés le même après-midi dans le petit café où nous avions l'habitude de nous voir de temps en temps. Evelyne est arrivée dans sa robe, vert olive caractéristique, et avec ce sourire chaleureux qui m'a toujours apaisée. Je lui ai tout raconté. La conversation téléphonique de Mélanie, la visite de mes fils, les insinuations sur un déménagement en maison de retraite. Evelyne m'a écoutée en silence, mais j'ai vu son expression se durcir à chaque détail que je lui relatais. « Amélie, m'a-t-elle dit finalement, c'est exactement ce qui est arrivé à mes voisins il y a 2 ans. Les enfants les ont convaincus de vendre leur maison pour les aider financièrement en leur promettant qu'ils vivraient tous ensemble dans une nouvelle maison. Au final, les parents ont fini dans une maison de retraite bon marché pendant que les enfants profitaient de l'argent de la vente. » Son histoire m'a glacé le sang. Ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait, et ce ne serait probablement pas la dernière. « Mais Evelyne, lui ai-je dit, ce sont mes fils. Je les ai élevés, je les ai éduqués, j'ai tout sacrifié pour eux. Comment est-ce possible qu'ils me fassent ça ?» Elle m'a pris les mains fermement. « Amélie, l'amour d'une mère ne garantit pas toujours l'amour des enfants. Parfois, les gens changent, se laissent influencer, deviennent cupides. Et cette Mélanie, je ne l'ai jamais sentie. Dès le premier jour où tu me l'as présentée, quelque chose ne m'a pas plu chez elle. Elle avait ce regard calculateur, comme si elle évaluait tout ce que tu possédais. » Evelyne avait raison. Je me souvenais parfaitement du jour où je lui avais présenté Mélanie. Mon amie avait été polie mais réservée, et m'avait ensuite fait remarquer que la jeune femme lui semblait trop intéressée par les détails de ma maison et de mon entreprise. À l'époque, j'avais pensé qu'Evelyne était pleine de préjugés, mais je réalisais maintenant que son instinct avait été juste depuis le début. « Que me conseillais-tu de faire ?» lui ai-je demandé, me sentant plus vulnérable que jamais depuis des années. « Premièrement, a répondu Evelyne avec détermination, tu dois protéger tes biens. Va à la banque, parle à un avocat. Assure-toi que personne ne puisse rien faire avec ta propriété sans ton consentement. Deuxièmement, ne leur donne pas le moindre indice que tu sais ce qu'ils prévoient. Laisse-les croire que tu considères leurs propositions pendant que tu prépares ta propre stratégie. » Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un mélange de tristesse et de détermination. La tristesse de réaliser que mes propres fils m'avaient trahi, mais la détermination de ne pas les laisser s'en tirer. J'avais travaillé trop dur, j'avais trop sacrifié. J'avais trop construit pour simplement abandonner maintenant. S'ils croyaient que parce que j'étais une femme âgée, il serait facile de me manipuler, ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils se trompaient. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée très tard, marchant dans la maison et repassant chaque conversation que j'avais eue avec Julien et Antoine ces derniers mois. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, tout commençait à prendre un sens sinistre. Les questions apparemment innocentes sur mes documents légaux, les suggestions de mettre à jour mon testament, les commentaires sur le coût de l'entretien d'une si grande maison, tout cela faisait partie d'un plan soigneusement orchestré. Je me suis souvenu très clairement d'une conversation que j'avais eue avec Julien il y a environ 3 mois. Il était venu me rendre visite un dimanche après-midi, et pendant que nous prenions un café dans le jardin, il m'avait demandé « Maman, est-ce que tu as tous tes papiers en ordre ? Ton titre de propriété, ton testament, ces choses importantes. » À ce moment-là, cela m'avait semblé être une question logique d'un fils responsable, soucieux du bien-être de sa mère. « Oui, mon fils. Tout est dans le coffre-fort de la banque, lui avais-je répondu sans le moindre soupçon. « Et tu as des copies ici à la maison ?» avait-il insisté. « Juste quelques copies de base dans mon classeur, avais-je répondu,
me sentant même fière de sa maturité et de sa responsabilité apparente. Maintenant, je réalisais que cette conversation n'avait pas été fortuite. Julien évaluait la facilité avec laquelle il pourrait accéder à mes documents, la vulnérabilité de ma situation juridique. Il était probablement retourné voir Mélanie avec ces informations, qui aurait alors conçu la prochaine étape de leur stratégie. L'idée me retournait l'estomac. Mon propre fils, l'enfant que j'avais porté dans mes bras des nuits entières quand il était malade, faisait maintenant partie d'une conspiration visant à me dépouiller de tout ce que j'avais construit. Je me suis aussi souvenu d'une conversation étrange que j'avais eue avec Antoine quelques semaines auparavant. Il était arrivé à la maison avec une expression inquiète et m'avait dit « Maman, j'ai pensé à ton avenir. Ne te sens-tu pas seule en vivant ici ? Ne serait-il pas mieux que tu sois entourée de gens de ton âge, avec des activités, des soins médicaux disponibles ?» À ce moment-là, j'avais pensé que c'était gentil de sa part de s'inquiéter de mon bien-être social. « Je ne me sens pas seule, mon fils, » lui avais-je répondu. « J'ai mes amis, mon travail, ma routine. J'aime mon indépendance. » Mais il avait insisté. « C'est ce que, maman, à ton âge, beaucoup de choses peuvent arriver. Un accident, une urgence médicale. Si tu vivais dans une communauté spécialisée, tu aurais une aide immédiate. » La manipulation avait été subtile, mais constante. Mes fils avaient semé des graines d'insécurité et de dépendance pendant des mois, essayant de me convaincre que j'avais besoin d'être sauvée de ma propre vie. Et derrière tout cela, il y avait Mélanie, le cerveau de l'opération, celle qui avait transformé mes fils en ses complices. Je me demandais depuis combien de temps elle planifiait cela, depuis quand elle attendait le moment parfait pour exécuter son plan. J'ai aussi repassé en revue les attitudes de Mélanie lors des dernières visites familiales. Comment elle évaluait chaque pièce avec un regard calculateur, comme si elle décorait déjà mentalement les espaces pour sa famille. Comment elle faisait des commentaires sur l'optimisation de l'utilisation de certaines pièces, sur la modernisation de la cuisine ou de la salle de bain. Comment elle demandait toujours le coût des réparations ou des améliorations que je faisais dans la maison, comme si elle tenait une comptabilité mentale de l'investissement. Je me suis souvenu en particulier d'une occasion, il y a à peine un mois, où Mélanie avait amené sa mère en visite. La dame avait parcouru toute la maison avec une admiration qui m'avait semblé authentique à l'époque. « Quelle belle maison, Amélie » m'avait-elle dit. « Elle a dû coûter une fortune à construire. » Moi, fière de mon travail et de mon sacrifice, je lui avais raconté toute l'histoire. Comment j'avais économisé chaque centime, comment j'avais travaillé en double journée pendant des années, comment j'avais construit une grande partie de mes propres mains. La mère de Mélanie avait écouté très attentivement, posant des questions spécifiques sur les coûts, les matériaux, les améliorations apportées. Maintenant, je comprenais que cette conversation n'avait pas été une simple discussion entre femmes d'un certain âge. C'était une évaluation, une estimation informelle de ma propriété. La mère de Mélanie était probablement rentrée chez elle avec toutes les informations nécessaires pour que sa fille puisse calculer exactement la valeur de ce qu'elles essayaient de me prendre. La complicité familiale était évidente. Tout le monde était impliqué dans le plan. Je me suis levée du lit et je suis allée à mon classeur, où je gardais les copies de mes documents les plus importants. J'ai assorti le titre de propriété de ma maison et je l'ai lu attentivement, comme si c'était la première fois. Mon nom y figurait, clairement établi comme l'unique propriétaire. J'ai aussi vérifié mon testament, un document simple que j'avais fait des années auparavant, où je laissais tout équitablement divisé entre Julien et Antoine. Mais ce testament n'entrerait en vigueur qu'après ma mort. Et je n'avais aucune intention de mourir de sitôt pour leur faciliter les choses. La réalité de la situation m'a frappée avec une force renouvelée. Mes fils ne voulaient pas seulement ma maison, ils voulaient se débarrasser de moi pour pouvoir en profiter librement. Ils ne voulaient pas avoir à gérer la présence gênante de la propriétaire originelle. Ils voulaient tous les avantages sans aucune des responsabilités, tous les droits sans aucune des obligations. Et le plus douloureux de tout, c'est qu'ils avaient probablement attendu pendant des années que je sois assez âgée pour être considérée comme incompétente ou vulnérable. Je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré pour la première fois depuis que j'avais découvert la trahison. Ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement, mais des larmes de deuil.
je pleurais la mort de l'image que j'avais de mes fils, la perte de la famille que je croyais avoir, la fin des rêves que j'avais nourris sur notre avenir commun. J'avais imaginé que durant mon âge d'or, je pourrais profiter de la compagnie de mes enfants et petits-enfants, qu'ils prendraient soin de moi avec le même amour que celui que je leur avais donné. Au lieu de cela, je découvrais qu'ils me voyaient comme un obstacle à leurs ambitions. Mais après avoir pleuré, j'ai ressenti quelque chose de plus puissant, une détermination de faire que je n'avais pas connue depuis des années. S'ils croyaient que j'allais leur livrer ma vie sur un plateau d'argent, ils se trompaient lourdement. S'ils pensaient que parce que j'étais une femme âgée, il serait facile de me manipuler et de me tromper, ils allaient avoir la surprise de leur vie. J'avais survécu à la pauvreté, à l'abandon, à un travail exténuant, à l'éducation solitaire de 2 enfants. Je n'allais pas me laisser abattre maintenant, précisément au moment où je devrais profiter des fruits de tant de sacrifices. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas les confronter directement, pas encore. Ce serait une erreur stratégique. Au lieu de cela, j'allais jouer leur propre jeu. J'allais faire semblant d'envisager sérieusement leurs propositions tout en préparant secrètement ma propre contre-offensive. S'ils voulaient être manipulateurs, ils allaient découvrir que leur mère avait appris quelques leçons au cours de ses 67 années de vie. À l'aube, j'avais déjà un plan de base en tête. Premièrement, je devais protéger légalement mes biens pour m'assurer que personne ne puisse rien faire sans mon consentement explicite. Deuxièmement, je devais enquêter plus profondément pour comprendre toute l'étendue de la conspiration. Combien de personnes étaient impliquées? Leur plan était-il détaillé? Avaient-ils déjà identifié la maison de retraite où ils voulaient m'interner? Troisièmement, je devais documenter tout ce que je pouvais pour avoir des preuves de leur trahison. Mais le plus important de tout était de maintenir la façade. Je devais rester la mère affectueuse et apparemment naïve qu'ils croyaient que j'étais. Je devais leur faire croire que je tombais dans leur piège, que leurs arguments me convainquaient progressivement. Ce n'est qu'ainsi que je pourrais gagner le temps nécessaire pour préparer ma réponse définitive. Je me suis douchée, habillée, et j'ai pris mon petit déjeuner avec une sérénité qui m'a surprise moi-même. Pour la première fois depuis des jours, je savais exactement ce que je devais faire. La bataille ne faisait que commencer. Et bien que mes adversaires croyaient avoir tous les avantages, ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient gravement sous-estimé leur adversaire. Le lendemain matin, à 9h, j'ai appelé la banque où j'avais mon compte depuis plus de 20 ans. « Bonjour, c'est Amélie Dubois. J'ai besoin d'un rendez-vous urgent avec le directeur pour examiner certains points concernant mon compte et mes documents. » La réceptionniste me connaissait bien et m'a fixé un rendez-vous pour l'après-midi même. Ensuite, j'ai composé le numéro de Maître Durand, un avocat qu'on m'avait recommandé des années auparavant lorsque j'avais fait mon testament. Maître Durand, c'est Amélie Dubois. J'ai besoin de conseils juridiques urgents concernant la protection de mes biens et mes droits de propriété. En attendant les rendez-vous, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Examiner à fond tous mes documents financiers. J'ai sorti mes relevés bancaires, les titres de propriété de la maison, les quittances de paiement des impôts, tout ce qui pouvait être pertinent. J'ai été agréablement surprise de constater que ma situation économique était bien meilleure que je ne le pensais. Entre mes économies, la valeur actuelle de la maison et mon petit atelier de retouche, j'avais un patrimoine considérable pour une femme de mon âge et de mon origine modeste. La maison, selon la dernière évaluation que j'avais faite pour l'assurance, valait environ 250 000 €. Mes économies s'élevaient à 80 000 € supplémentaires, fruit d'années de travail constant et d'une vie austère. L'atelier, bien que petit, générait des revenus stables d'environ 1 500 € par mois. C'était une situation financière solide qui me permettait de vivre confortablement et en toute indépendance pendant de nombreuses années encore. Exactement ce que Mélanie et mes fils voulaient m'arracher. À 14h, je suis arrivée à la banque. Le directeur, M. Lambert, m'a reçue avec sa cordialité habituelle. « Madame Dubois, en quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» Je lui ai expliqué ma situation sans entrer dans trop de détails personnels. « Monsieur Lambert, je dois m'assurer que personne d'autre que moi ne puisse avoir accès à mes comptes ou effectuer des mouvements avec mes biens.
J'ai entendu des histoires de personnes âgées qui ont été escroquées par des membres de leur famille, et je veux me protéger préventivement. Le directeur a hoché la tête avec compréhension. C'est très sage de votre part de penser à cela, Madame Dubois. Effectivement, nous avons vu des cas malheureux d'abus financiers envers les personnes âgées. Nous avons procédé à la révision de tous mes comptes et à la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires. Nous avons changé tous les mots de passe. Nous avons établi que toute transaction supérieure à 500 € nécessiterait une confirmation téléphonique directe avec moi et avons ajouté une note spéciale à mon dossier indiquant qu'en aucun cas des informations sur mes comptes ne devaient être fournies à des tiers, même à des membres de la famille, sans mon autorisation écrite et en personne. Je vous recommande également, a ajouté M. Lambert, d'envisager de faire une procuration très spécifique, uniquement pour les cas d'urgence médicale réelle et seulement avec quelqu'un de votre confiance absolue. J'ai pris note mentalement de discuter de cela avec l'avocat. Il était clair que j'avais besoin d'une protection juridique, mais je devais aussi être prudente, pour ne pas créer de documents qui pourraient être utilisés contre moi plus tard. À 16h30, je suis arrivée au cabinet de Maître Durand. Son bureau était petit mais ordonné, rempli de livres de droit et avec une atmosphère sérieuse mais accueillante. L'avocat était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, avec une expression intelligente et attentive. « Madame Dubois, en quoi puis-je vous assister ?» Je lui ai raconté ma situation avec plus de détails qu'au directeur de la banque, en lui expliquant les pressions de mes fils, les commentaires sur les maisons de retraite et mes soupçons sur les véritables intentions de la famille. L'avocat m'a écouté attentivement, prenant des notes de temps en temps. « Madame Dubois, m'a-t-il dit finalement, ce que vous me décrivez est malheureusement plus courant qu'on ne le pense. C'est une forme d'abus financier envers les personnes âgées et la loi prévoit des protections spécifiques. Pour ces cas, il m'a expliqué que j'avais plusieurs recours légaux à ma disposition. Premièrement, je pouvais établir une fiducie qui me protégerait de toute tentative de déclaration d'incapacité frauduleuse. Deuxièmement, je pouvais documenter légalement toute pression ou coercition que je subissais. Mais, maître, lui ai-je demandé, que se passe-t-il si je décide vraiment de vendre ma maison ? Puis-je le faire sans qu'ils le sachent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'ils interfèrent ? Il a souri légèrement. Bien sûr, Madame Dubois, vous êtes l'unique propriétaire et vous êtes en pleine possession de vos facultés mentales. Vous pouvez vendre votre propriété quand vous voulez, à qui vous voulez et au prix que vous jugez juste. En fait, si vous me permettez de vous le suggérer, nous pourrions préparer toute la documentation de vente de manière confidentielle, afin que lorsque vous déciderez de procéder, le processus soit rapide et irréversible. Cette suggestion m'a énormément intriguée. À quelle vitesse une vente pourrait-elle se faire, maître ? Si nous avons un acheteur préidentifié et toute la documentation préparée à l'avance, nous pourrions conclure la transaction en moins d'1 semaine, m'a-t-il répondu. Nous pourrions même utiliser une fiducie aveugle temporairement pour que la vente soit traitée, sans que votre nom n'apparaisse dans les registres publics jusqu'au dernier moment. Les possibilités ont commencé à prendre forme dans mon esprit. Je suis sortie du cabinet de l'avocat avec un sentiment d'autonomie que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. J'avais des options, des ressources, des protections légales. Je n'étais pas la victime sans défense que mes fils et Mélanie croyaient que j'étais. Mais maintenant venait la partie la plus difficile. L'enquête. Je devais comprendre complètement ce qu'ils planifiaient, qui étaient impliqués et quels étaient leurs délais. Ce soir-là, alors que je dînais seule dans ma cuisine, le téléphone a sonné. C'était Julien. « Maman, comment vas-tu ? Nous avons pensé à notre conversation de l'autre jour. As-tu eu le temps de réfléchir à ce que nous t'avons proposé ?» Sa voix semblait faussement décontractée, mais je décelais une anxiété sous-jacente. « Oui, mon fils, j'y ai beaucoup pensé, » ai-je répondu en gardant un ton réfléchi. « C'est une très grande décision, mais je comprends vos inquiétudes pour moi. » « Je suis très content d'entendre ça, maman, » a poursuivi Julien, et j'ai pu entendre le soulagement dans sa voix. « Est-ce que ça te dirait que ce week-end, nous visitions quelques résidences pour que tu vois des options disponibles ?
Mélanie a fait des recherches et il y a des endroits vraiment sympas avec beaucoup d'activités pour les gens de ton âge. » C'était la confirmation qu'ils avaient déjà avancé dans leur plan. Mélanie avait cherché des options pour se débarrasser de moi. « C'est une bonne idée, Julien. » ai-je répondu, m'étonnant moi-même de la crédibilité de mon jeu d'actrice. « Mais je ne veux pas que ce soit précipité. Si je dois prendre cette décision, je veux être absolument sûre que c'est la bonne. »« Bien sûr, maman, nous prendrons tout le temps dont tu as besoin. Mais tu verras que lorsque tu connaîtras les options disponibles, tu te sentiras beaucoup plus tranquille quant à l'avenir. » Après avoir raccroché, je suis restée à penser à la conversation. Julien avait l'air si différent. Ce n'était pas le fils affectueux que je connaissais, mais quelqu'un qui suivait un script préparé. Les mots sortaient trop répétés, trop calculés. Il était évident qu'il s'était entraîné à ce qu'il devait dire, probablement sous la tutelle de Mélanie. Mon cœur s'est serré en réalisant à quel point mon fils avait changé, comment il avait permis à sa femme de le transformer en complice de cette trahison. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose de risqué mais nécessaire. J'ai appelé Mélanie directement. « Allô, Mélanie. C'est moi ici, c'est moi Amélie. As-tu le temps de prendre un café avec moi cet après-midi? J'aimerais te parler de certaines choses. » Mélanie a semblé surprise, mais a accepté immédiatement. « Bien sûr, belle maman. Tout va bien? » « Oui. J'ai juste besoin d'une perspective féminine sur certains sujets. » ai-je répondu, sachant que cela piquerait sa curiosité. Nous nous sommes retrouvés dans le même café où je m'étais réunie avec Evelyne. Mélanie est arrivée à l'heure, vêtue d'un élégant tailleur crème qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Elle s'est assise en face de moi avec un sourire que je reconnaissais maintenant comme complètement faux. « Dites-moi, belle maman, en quoi puis-je vous aider? » « Mélanie, » ai-je commencé lentement, j'ai beaucoup pensé à la conversation que j'ai eue avec Julien et Antoine sur mon avenir, sur la maison, sur tout. J'ai vu ses yeux s'illuminer d'un intérêt à peine contenu. C'est une décision très difficile pour moi, mais je pense que vous avez raison. À mon âge, entretenir cette maison, c'est trop de travail. Mélanie s'est penchée en avant, clairement excitée par ce qu'elle entendait. « Je suis très heureuse que vous envisagiez nos suggestions, belle maman, » a-t-elle répondu avec un enthousiasme mal dissimulé. « Julien et moi ne voulons que le meilleur pour vous et je vous assure que si vous décidez de faire ce changement, nous serons là pour vous soutenir en tout. » Cela me rassure beaucoup, Mélanie. Ai-je poursuivi. Mais j'ai quelques préoccupations pratiques. Par exemple, qu'adviendrait-il de la maison? Je ne peux pas simplement l'abandonner. « Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, » a répondu Mélanie immédiatement. Julien et moi en avons parlé. Nous nous occuperions de tout. En fait, ce serait un soulagement pour nous de savoir que la maison est entretenue par la famille, qu'elle n'est pas abandonnée ou entre les mains d'étrangers. Voilà l'aveu direct de ses intentions. Elle n'avait pas mentionné un seul instant la possibilité de vendre la maison pour payer mon séjour en résidence. Elle supposait simplement qu'il la garderait. « Ça me rassure, » ai-je menti. « Mais Mélanie, ne serait-ce pas un fardeau financier trop lourd pour vous de maintenir 2 propriétés ?» Elle a ri légèrement. « La vérité, c'est que nous pensions déménager dans votre maison et vendre la nôtre. Elle est beaucoup plus grande, mieux située, et franchement, nous l'avons toujours préférée. » L'honnêteté brutale de sa réponse m'a laissé momentanément sans voix. La confession de Mélanie m'a laissé sans voix pendant un instant, mais j'ai réussi à garder mon sang-froid. « Je comprends, » ai-je répondu lentement. « C'est logique d'un point de vue pratique. » Mais à l'intérieur, mon esprit tournait à plein régime, digérant l'ampleur de son audace. Non seulement ils voulaient garder ma maison, mais ils avaient déjà prévu de vendre la leur pour réaliser un profit supplémentaire. C'était un plan parfait. Se débarrasser de moi, s'approprier ma propriété et en plus obtenir de l'argent supplémentaire en vendant la maison où ils vivaient actuellement. De plus, a poursuivi Mélanie, clairement excitée par ma réceptivité apparente, ma famille pourrait nous aider avec les frais d'entretien. Mes parents envisagent de déménager aussi,
et mes frères pourraient en contribuer au nettoyage et au jardinage. C'était la confirmation finale de ce que j'avais entendu dans sa conversation téléphonique. Toute sa famille était impliquée dans le projet de s'approprier ma maison. « Ta famille déménagerait aussi ?» ai-je demandé en feignant une curiosité innocente. « Eh bien, » a répondu Mélanie en ajustant sa position sur la chaise, « c'est une très grande maison, comme vous le dites toujours. Il serait logique d'utiliser tous les espaces disponibles et ainsi nous pourrions diviser les dépenses entre plus de personnes. » La façon dont elle parlait de ma maison, comme si elle était déjà la sienne, me retournait l'estomac. Chaque mot confirmait qu'il planifiait cela depuis très longtemps. « C'est très attentionné de la part de ta famille de vouloir aider. » ai-je commenté en maintenant mon rôle de grand-mère naïve. « Oui, » a poursuivi Mélanie, « et Julien Junior serait ravi d'avoir plus d'espace pour jouer. Nous pourrions transformer votre ancienne chambre en salle de jeu et la chambre d'Antoine en bureau pour Julien. » Ils avaient déjà distribué tous les espaces de ma maison. Ils avaient déjà décidé quoi faire de chaque pièce que j'avais construite avec tant d'efforts. La conversation a continué pendant encore une demi-heure, Mélanie révélant de plus en plus de détails sur leur plan. Elle m'a parlé des améliorations qu'ils voulaient apporter à la maison, de la façon dont ils pourraient moderniser la cuisine et les salles de bain, de la possibilité de construire une extension dans le jardin pour accueillir plus de membres de la famille. Chaque mot était comme un coup de poignard, mais je continuais à hocher la tête et à montrer de l'intérêt, stockant mentalement chaque détail pour l'utiliser plus tard. « Encore une chose, belle maman », a dit Mélanie à la fin de notre réunion. « Julien et moi avons fait des recherches sur de très belles résidences. Seriez-vous d'accord pour en visiter quelques-unes ce week-end ? Juste pour que vous voyiez les options disponibles. »« C'est parfait !» ai-je répondu. « Plus j'aurai d'informations, meilleure sera ma décision. » Mélanie m'a dit au revoir, avec une étreinte qui me semblait maintenant répugnante, mais que j'ai reçue avec le même jeu d'actrice. Ce soir-là, j'ai appelé Evelyne pour lui raconter tout ce que j'avais découvert. « Amélie, » m'a-t-elle dit avec indignation, « cette femme n'a aucune honte, et tes fils... Je n'arrive pas à croire qu'ils participent à ça. » Ce qui me fait le plus mal, lui ai-je avoué, c'est de réaliser que Julien a complètement changé. Le fils que j'ai élevé n'aurait jamais fait une chose pareille. Evelyne est restée silencieuse un moment avant de répondre. Parfois, les gens que nous aimons nous déçoivent de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Mais maintenant, l'important est de protéger ce qui t'appartient. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose qui me faisait peur, mais qui était nécessaire. Enquêter sur les résidences que Mélanie avait mentionnées. J'ai appelé 3 des établissements les plus connus de la ville, et j'ai posé des questions sur les coûts, les services et la disponibilité. Les informations que j'ai obtenues m'ont glacé le sang. Les beaux endroits que Mélanie avait probablement en tête coûtaient entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Avec mes économies actuelles, je pourrais payer une résidence décente pendant au maximum 2 ans. Après, je devrais me tourner vers des endroits beaucoup moins chers et de moindre qualité. Mais le plus révélateur a été une conversation que j'ai eue avec la directrice d'une des résidences les plus chères. « Madame, » m'a-t-elle dit, « de nombreuses familles viennent ici chercher des options pour leurs parents ou grands-parents. Malheureusement, nous avons remarqué que certaines personnes n'amènent leurs aînés qu'après leur avoir pris leurs biens. C'est une situation très triste, car la personne âgée finit par payer sa propre résidence avec l'argent de la vente de sa maison, tandis que la famille garde le profit. » Ces mots ont confirmé mes pires soupçons. Le plan n'était pas seulement de me prendre la maison, mais aussi de me faire payer mon propre exil avec l'argent de la vente. C'était un schéma parfait d'abus financier envers les personnes âgées, et mes propres fils y participaient. Je me suis sentie physiquement malade en réalisant la profondeur de leur trahison. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Antoine. « Maman, comment te sens-tu ? Julien m'a dit que tu envisageais sérieusement notre proposition de déménager dans un endroit plus confortable. » Sa voix semblait étrangement nerveuse, comme s'il lisait un script. « Oui, mon fils, ai-je répondu.
J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit. Je crois que vous avez raison sur beaucoup de choses. Je suis très heureux d'entendre ça, maman, a poursuivi Antoine. Et je veux que tu saches que Julien et moi avons discuté de la manière de t'aider dans cette transition. Nous ne voulons pas que tu te sentes abandonné ou seul. Vous avez toujours été de bons fils, ai-je menti, sentant les mots comme de la cendre dans ma bouche. Mais j'ai une question, Antoine. Si je déménage en résidence, qu'adviendra-t-il de toutes mes affaires? J'ai toute une vie accumulée dans cette maison. Il y a eu une pause avant qu'il ne réponde. Eh bien, maman, évidemment, tu emporterais tes affaires les plus importantes, tes souvenirs, tes photographies, mais beaucoup de choses. Eh bien, dans une résidence, il n'y a pas tant d'espace. Julien et moi pourrions garder quelques meubles pour qu'ils ne se perdent pas dans ta famille. Voilà une autre pièce du puzzle. Il ne voulait pas seulement ma maison. Il voulait aussi mes biens, les meubles que j'avais achetés avec tant d'efforts au fil des ans. Je comprends, ai-je répondu. C'est très attentionné de votre part de vouloir conserver les choses dans la famille. Exactement, maman. Et ne t'inquiète pas pour les aspects juridiques ou financiers. Julien connaît un avocat qui peut nous aider avec toutes les formalités pour transférer la propriété. Ce serait très simple et rapide. La mention d'un avocat pour transférer la propriété a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils avaient même déjà identifié le professionnel qui les aiderait à me dépouiller légalement de mes biens. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon et j'ai regardé autour de moi. Chaque meuble avait une histoire. Chaque objet représentait un sacrifice, un moment de joie, une petite victoire dans ma lutte pour construire une vie digne. Le canapé où j'avais consolé mes enfants quand ils étaient malades, la table où nous avions dîné ensemble pendant tant d'années, les rideaux que j'avais cousus moi-même pour économiser de l'argent. Ils voulaient se partager tout cela comme un butin de guerre. Ce soir-là, j'ai pris une décision définitive. Je n'allais pas les laisser s'en tirer. Il était temps de passer de l'enquête à l'action. J'ai appelé Maître Durand et lui ai demandé un rendez-vous urgent pour le lendemain. « Maître, lui ai-je dit, je veux procéder à la vente de ma maison le plus rapidement possible et je veux que ce soit une surprise totale pour ma famille. » « Je comprends parfaitement, Madame Dubois, » a répondu l'avocat. « Avez-vous déjà identifié un acheteur potentiel ? » « Pas encore, ai-je admis. Mais je préfère vendre à un prix légèrement inférieur au marché si cela garantit une vente rapide et discrète. »« Très bien, » a dit l'avocat. « Je connais plusieurs investisseurs qui achètent des propriétés en espèces. Nous pourrions avoir des offres en moins d'une semaine. » J'ai aussi appelé mon amie Evelyne. « Evelyne, lui ai-je dit, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de très important. Je vais vendre ma maison sans que mes fils le sachent et j'ai besoin de trouver un petit endroit où vivre après. » Evelyne n'a pas hésité une seconde. « Compte sur moi, Amélie. D'ailleurs, il y a un très joli appartement qui se libère dans mon immeuble. C'est parfait pour une personne, il est bien éclairé et dans un quartier tranquille. » Pour la première fois depuis des semaines, je me suis endormie avec un sentiment de paix. J'avais un plan, des alliés et la détermination nécessaire pour l'exécuter. Mes fils et Mélanie croyaient avoir tout sous contrôle, que j'étais une vieille femme sans défense qui tomberait facilement dans leur piège. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils se trompaient. Le vendredi matin, Julien m'a appelé pour confirmer notre projet de visiter des résidences le week-end. « Parfait, mon fils, » lui ai-je répondu avec un enthousiasme fin. « Je suis très excitée de voir les options que vous avez trouvées pour moi. » Pendant que je lui parlais, j'avais déjà programmé un rendez-vous avec un investisseur pour le lundi et Maître Durand préparait tous les documents pour une vente express. L'ironie était délicieuse. Alors qu'ils croyaient me convaincre de leur livrer ma vie sur un plateau d'argent, j'orchestrais ma propre libération. La bataille était sur le point d'atteindre son paroxysme et j'avais l'avantage de la surprise de mon côté. Le samedi matin, Julien est arrivé ponctuellement à 10h avec Mélanie et Julien Junior pour m'emmener visiter les résidences. Mélanie portait une robe corail très élégante et un sourire radieux qui ne pouvait cacher son excitation pour ce qu'elle croyait être le triomphe de son plan. « Bonjour, belle maman » m'a-t-elle saluée avec une étreinte qui m'a semblé répugnante.
Nous sommes très excités de vous montrer les options que nous avons trouvées. Vous verrez qu'il y a des endroits vraiment magnifiques. Julien Junior, mon petit-fils de 8 ans, a couru vers moi pour m'embrasser. Mamie, papa dit que tu vas déménager dans un endroit où il y aura plein de grands-parents pour que tu joues avec eux. L'innocence de mon petit-fils m'a brisé le cœur. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement, de la façon dont ses parents conspiraient pour se débarrasser de moi. Oui, mon amour, lui ai-je répondu en caressant ses cheveux. Nous explorons quelques options. Pendant le trajet vers la première résidence, Mélanie n'arrêtait pas de parler des merveilleuses activités que j'aurais à ma disposition, de la tranquillité de ne pas avoir à me soucier de l'entretien d'une maison, de la compagnie de personnes de mon âge. Chaque mot était soigneusement choisi pour faire de mon exil une bénédiction. Julien hochait la tête à tout ce que disait sa femme, comme une marionnette suivant ses instructions. La première résidence était effectivement magnifique. Des jardins bien entretenus, des installations modernes, un personnel aimable. Mais lorsque la directrice nous a expliqué les coûts, j'ai failli m'évanouir. Le forfait complet, incluant une chambre privée, 3 repas par jour, des activités récréatives et des soins médicaux de base, coûte 200 € par mois, a-t-elle annoncé joyeusement. Mélanie et Julien ont échangé des regards de satisfaction. Ils avaient clairement déjà enquêté sur ces prix. « C'est un peu cher », ai-je commenté en feignant l'inquiétude. « Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, maman », a répondu Julien immédiatement. « Nous vous aiderons avec les dépenses. » Mensonge. Je savais parfaitement qu'avec mes économies actuelles, je pourrais payer cette résidence pendant moins de 2 ans, après quoi je devrais me tourner vers des options plus économiques ou dépendre entièrement de l'aide de l'État. Nous avons visité 2 autres résidences dans la journée. L'une était encore plus chère et la troisième était nettement moins chère, mais aussi beaucoup moins agréable. Les chambres étaient petites. Le personnel semblait débordé et l'ambiance générale était déprimante. Cette dernière option pourrait être plus pratique à long terme, a suggéré discrètement Mélanie. Voilà la vérité. Il voulait que je choisisse l'option la moins chère pour que mes économies durent plus longtemps et qu'il n'aime pas à m'aider financièrement. Pendant le déjeuner dans un restaurant voisin, Mélanie s'est montrée particulièrement bavarde. « Qu'avez-vous pensé des options, belle maman ? L'une d'elles vous a-t-elle particulièrement plu ? » « Elles ont toutes leurs avantages, » ai-je répondu diplomatiquement. « Mais j'ai besoin de temps pour digérer toutes ces informations. »« Bien sûr, » est intervenu Julien. « Mais n'oubliez pas que plus tôt vous prendrez votre décision, plus tôt vous pourrez commencer à profiter de votre nouvelle vie. » Ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir Julien Junior écouter toute la conversation sans comprendre pleinement ce que cela signifiait. À un moment donné, mon petit-fils m'a demandé innocemment « Mamie, tu ne vas plus vivre dans ta grande maison ?» Avant que je puisse répondre, Mélanie est intervenue rapidement. « Ta grand-mère va vivre dans un nouvel endroit où elle sera plus à l'aise, mon amour. Et nous allons nous occuper de sa maison pour qu'elle ne s'abîme pas. » Cet après-midi-là, lorsque nous sommes retournés chez moi, Mélanie n'a pas pu résister à la tentation de faire quelques commentaires supplémentaires. Alors que nous marchions dans le jardin, elle a désigné différentes zones. « Vous savez, belle maman, quand nous nous occuperons de la maison, nous pourrions installer une petite piscine ici, à l'arrière. » Julien Junior serait ravi. La manière désinvolte dont elle parlait de prendre en charge ma maison, comme si c'était déjà un fait accompli, m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Ce soir-là, après leur départ, j'ai appelé Maître Durand. « Maître, comment avancent les préparatifs pour la vente ? » « Excellente nouvelle, Madame Dubois, » a-t-il répondu. « J'ai 3 offres très intéressantes. L'une est de 240 000 € en espèces, avec une clôture dans les 5 jours ouvrables. C'est légèrement en dessous de la valeur du marché, mais cela garantit une transaction rapide et sans complications. J'accepte cette offre, ai-je répondu sans hésiter. Procédez à toutes les formalités nécessaires. Le dimanche matin, alors que je prenais un café dans mon jardin, pour ce que je savais être l'une des dernières fois, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la mère de Mélanie. « Bonjour Amélie, c'est Régine, la maman de Mélanie. Comment allez-vous ?
J'étais très surprise de recevoir cet appel, car Régine et moi avions à peine échangé quelques mots lors de nos rencontres. « Je vais bien, Régine, merci de demander », ai-je répondu, curieuse de connaître le but de son appel. « Écoutez, Amélie, » a-t-elle poursuivi d'un ton confidentiel, « Mélanie m'a parlé de vos projets de déménager dans une résidence pour personnes âgées. Je trouve que c'est une décision très sage de votre part. » La façon dont elle l'a dit m'a confirmé que toute la famille de Mélanie était au courant du plan et qu'ils avaient probablement discuté entre eux de la manière de se partager les bénéfices. « Oui, » ai-je répondu en maintenant mon jeu. « C'est une décision difficile, mais je pense que c'est le mieux pour tout le monde. » « Exactement, » a poursuivi Régine avec un enthousiasme mal dissimulé. « Et je voulais vous dire que ma famille est très reconnaissante de l'opportunité d'aider Julien et Mélanie à s'occuper de la maison. Ne vous inquiétez pas, nous la maintiendrons en parfait état. » C'était la confirmation finale que toute la famille de Mélanie était impliquée dans le complot. « Cela me rassure beaucoup de savoir ça, Régine, » ai-je menti. « Une maison a besoin d'être habitée et entretenue pour rester en bon état. »« Bien sûr, » a-t-elle répondu. En fait, nous avons déjà fait quelques plans sur la manière de distribuer les espaces pour accueillir confortablement toute la famille. L'audace était incroyable. Ils planifiaient déjà comment se partager ma maison avant même que j'aie pris une décision officielle. Le lundi matin, je suis arrivée tôt au cabinet de Maître Durand. Les documents de vente étaient parfaitement préparés et l'acheteur, un investisseur nommé Octave Martin, avait déjà déposé l'argent sur un compte de fiducie. « Madame Dubois, » m'a expliqué l'avocat, « une fois que vous aurez signé ces documents, la vente sera officielle et irréversible. Êtes-vous absolument certaine de vouloir procéder ? » « Absolument certaine, » ai-je répondu en signant chaque document avec détermination. « Maintenant, maître, j'ai besoin de votre aide pour trouver un petit appartement où vivre. Quelque chose de modeste, mais confortable, de préférence près de l'immeuble où vit mon amie Evelyne. »« J'avais anticipé ce besoin, » a souri l'avocat. « J'ai des contacts dans plusieurs agences immobilières, c'est qu'il y a un 2 pièces disponible dans un immeuble très sûr, à 10 minutes de chez votre amie. » L'après-midi même, je suis allée voir l'appartement avec Evelyne. Il était parfait pour mes besoins. Une chambre spacieuse, un salon salle à manger intégré, une cuisine fonctionnelle et un petit balcon avec vue sur un parc. Le plus important, c'est que le loyer mensuel n'était que de 800 €, tout à fait gérable avec mes revenus. « Je le prends », ai-je dit au responsable sans hésiter. Le mardi matin, alors que j'emballais discrètement certaines de mes affaires les plus précieuses, j'ai reçu un appel de Julien. « Maman, as-tu continué à penser aux résidences que nous avons visitées ? Mélanie et moi sommes impatients de savoir laquelle t'a le plus plu. »« Oui, mon fils, » ai-je répondu. « J'ai beaucoup réfléchi. Je pense que je suis prête pour une autre conversation à ce sujet. »« Parfait !» s'est exclamé Julien avec une émotion évidente. « Que dirais-tu si nous passions cet après-midi pour en parler ? Mélanie a fait d'autres recherches et a même trouvé une résidence qui offre des réductions pour les paiements annuels anticipés. Bien sûr, il voulait que je paye tout à l'avance pour s'assurer que je ne puisse pas changer d'avis par la suite. « C'est excellent, » ai-je répondu. « Venez vers 17h, nous aurons beaucoup de choses à nous dire. » Après avoir raccroché, j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Effectivement, nous aurions beaucoup de choses à nous dire. Mais la conversation n'allait pas se dérouler comme il l'espérait. Cet après-midi-là, j'ai préparé du café et quelques biscuits, comme je le faisais toujours lorsque mes fils venaient de me rendre visite. Mais cette fois, c'était différent. C'était la dernière fois que je jouerais le rôle de la mère naïve et manipulable qu'ils croyaient que j'étais. Dans quelques heures, ils découvriraient qu'ils avaient gravement sous-estimé leur adversaire. À 17h précises, Julien et Mélanie sont arrivés avec une ponctualité qui trahissait leur anxiété. Mélanie tenait un dossier rempli de brochures et de documents, visiblement prête à conclure l'affaire définitive. Julien semblait nerveux mais déterminé, comme quelqu'un sur le point d'accomplir une mission importante.
Je les ai accueillis avec mon sourire habituel, leur offrant du café et des biscuits comme je l'avais fait pendant des années. « Maman, » a commencé Julien après les salutations d'usage, « Mélanie et moi avons travaillé pour trouver la meilleure option pour toi. Nous voulons nous assurer que tu prends la décision la plus judicieuse. » Mélanie a ouvert son dossier avec des mouvements précis, comme une vendeuse expérimentée. « Belle maman, après de nombreuses recherches, nous pensons avoir trouvé la résidence parfaite pour vous. Elle s'appelle Villa Serena et offre exactement ce dont vous avez besoin. » Mélanie a étalé une brochure colorée sur la table. La résidence avait l'air effectivement agréable, avec des jardins bien entretenus et des installations modernes. « Le meilleur de tout, » a-t-elle poursuivi avec enthousiasme, « c'est qu'ils offrent une réduction significative si on paie une année complète à l'avance. Au lieu de 4 000 € par mois, ce ne serait que 3 100, soit une économie de 6 000 € par an. Julien a ajouté « Et maman, nous pourrions t'aider avec le paiement initial. Ce serait comme un investissement dans ton avenir, dans ton confort et ta tranquillité. » L'hypocrisie était nauséabonde. Ils voulaient que je dépense mes économies pour payer mon propre exil, tandis qu'ils s'appropriaient une propriété valant 250 000 €. « C'est très généreux de votre part, » ai-je répondu en maintenant mon jeu. « Mais j'ai quelques questions pratiques. Si je décide de déménager à Villa Serena, qu'adviendrait-il exactement de ma maison ?» Mélanie et Julien ont échangé un regard rapide avant qu'elle ne réponde. « Eh bien, belle maman, comme nous en avions déjà discuté, Julien et moi nous occuperions de son entretien. Ce serait un soulagement pour vous de ne pas avoir à vous soucier de ses responsabilités. Je comprends, ai-je poursuivi, mais l'entretien signifie des coûts, des services, des impôts, des réparations. Comment prévoyez-vous de couvrir ces dépenses ?» Julien s'est raclé la gorge nerveusement. « Eh bien, maman, nous pensions que la manière la plus pratique serait de transférer temporairement la propriété à notre nom. Ainsi, nous pourrions gérer tous les aspects juridiques et financiers sans te compliquer la vie avec des documents et des formalités. » Voilà, le mot. Transférer était enfin sorti de leurs lèvres. Pas s'occuper d'eux ou entretenir, mais transférer. Ils voulaient que je leur cède légalement à ma propriété sous prétexte de simplicité administrative. Transférer temporairement, ai-je demandé en feignant la confusion. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Mélanie s'est penchée en avant avec son sourire le plus convaincant. Cela signifie que vous resteriez la véritable propriétaire, mais légalement, la propriété serait à notre nom pour faciliter la gestion des dépenses et de l'entretien. Ce ne serait qu'une question de commodité pratique. Mensonge sur mensonge. Une fois la propriété transférée, il n'y aurait plus de retour en arrière. Je me retrouverais sans maison et sans patrimoine, dépendant entièrement de leur générosité. Julien a ajouté « Et maman, l'avocat que nous connaissons peut gérer toutes les formalités très simplement. Nous pourrions même le faire dès demain, si tu veux tout régler rapidement. » L'urgence était évidente. Ils voulaient conclure l'affaire avant que j'aie le temps de réfléchir ou de consulter d'autres personnes. « C'est très efficace de votre part d'avoir tout si bien planifié, » ai-je commenté. Mais j'ai une autre question. Que se passerait-il si, à un moment donné, je voulais revenir dans ma maison, si la vie en résidence ne se révélait pas être ce que j'espérais ? Mélanie et Julien sont restés momentanément sans voix. Ils n'avaient clairement pas préparé de réponse à cette éventualité. « Eh bien, » a balbutié Julien finalement, « cette situation serait compliquée. Nous devrions l'évaluer le moment venu. » « Compliqué ?» ai-je demandé en insistant. « Pourquoi serait-ce compliqué si c'était toujours ma maison ?» Mélanie est intervenue rapidement. « Ce que Julien veut dire, c'est qu'une fois que vous serez installé à Villa Serena, vous réaliserez probablement que c'est bien mieux que de vivre seul dans une si grande maison. » À ce moment-là, le téléphone a sonné. C'était un appel que j'attendais. « Excusez-moi un instant, leur ai-je dit en me levant pour répondre. » C'était Maître Durand. « Madame Dubois, » a-t-il dit d'une voix claire et audible, « je vous appelle pour confirmer que la vente de votre propriété a été finalisée avec succès ce matin.
L'argent est déjà déposé sur votre compte bancaire et les clés doivent être remises au nouveau propriétaire demain à 10 heures. Je suis retournée au salon où Julien et Mélanie m'attendaient avec une curiosité évidente. « Tout va bien, maman ?» a demandé Julien. « Oui, » ai-je répondu calmement. « Tout va parfaitement bien. En fait, mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. » Je me suis assise en face d'eux et je les ai regardés droit dans les yeux. « J'ai quelque chose de très important à vous dire. Julien, Mélanie, » ai-je commencé d'une voix ferme. « J'ai pris une décision concernant mon avenir, mais ce n'est pas celle que vous attendez. » J'ai vu leurs expressions passer de l'attente à la confusion. Effectivement, je vais déménager de cette maison, mais pas dans une résidence pour personnes âgées. Mélanie s'est penchée en avant, clairement préoccupée par la tournure de la conversation. « J'ai vendu la maison », ai-je annoncé directement. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Julien et Mélanie me regardaient comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. « Qu'as-tu dit, maman ?» a demandé Julien d'une voix faible. « J'ai dit que j'avais vendu la maison. La transaction a été finalisée ce matin. Demain, je remets les clés au nouveau propriétaire. » Mélanie a été la première à réagir, bondissant de son siège. « Vous ne pouvez pas avoir fait ça. Nous avions un accord. » « Quel accord ?» ai-je demandé froidement. « Je n'ai jamais signé d'accord avec vous. Je ne me suis jamais engagée à vous donner ma maison. » Julien semblait être en état de choc, me regardant comme s'il ne me reconnaissait pas. « Mais maman, nous allions nous occuper de la maison, nous allions t'aider. » « Mais aider ?» Je me suis levée aussi, sentant la colère contenue pendant des semaines éclater enfin. « Vous appelez ça de l'aide ? De conspirer pour me prendre ma maison ? Vous appelez ça de l'aide ? De planifier de m'interner dans une maison de retraite pendant que vous vous appropriez mon patrimoine ? » Mélanie a pâli visiblement. Elle a réalisé que je savais bien plus qu'il ne le pensait. « Belle maman, vous ne comprenez pas, » a commencé Mélanie, mais je l'ai interrompue. « Je comprends parfaitement. J'ai entendu ta conversation téléphonique il y a 2 semaines, Mélanie. L'appel où tu disais à ta mère que la vieille elle allait devoir lâcher la maison, où tu prévoyais de faire venir toute ta famille vivre ici, où tu parlais de m'envoyer dans une maison de retraite si je ne coopérais pas. » Julien me regardait avec horreur. « Maman, ce n'est pas possible. »« Ce n'est pas possible, Julien. Vas-tu aussi nier quand je te dirai que ta femme avait déjà prévu de transformer ton ancienne chambre en salle de jeu et celle d'Antoine en bureau ? Vas-tu me dire que tu ne savais pas qu'ils avaient déjà calculé jusqu'au dernier centime la valeur de ma maison ? » Mélanie a tenté de reprendre le contrôle de la situation. « Belle maman, même si j'avais dit ces choses, c'était juste par frustration. Nos intentions ont toujours été de vous aider. »« C'est de mensonges !» ai-je crié, m'étonnant moi-même de la force de ma voix. « Tes intentions étaient de me voler, de transformer mes propres fils en complices de ta cupidité. » Julien a finalement trouvé sa voix. « Mais maman, où vas-tu vivre ? Que vas-tu faire sans la maison ?» Son inquiétude m'a semblé authentique pour la première fois depuis des mois, mais elle arrivait trop tard. « Je vais vivre dans un magnifique appartement que j'ai loué avec l'argent de la vente de ma maison. Je vais profiter de mon argent, fruit de mon travail et de mon sacrifice. Et je vais vivre en paix, sans enfants ingrats qui conspirent contre moi. » Mélanie s'est dirigée vers la porte, clairement furieuse. « Ça ne va pas se passer comme ça. Vous ne pouvez pas prendre des décisions aussi importantes sans consulter la famille ?» J'ai ri amèrement. « La famille ? Toi, tu me parles de famille après avoir prévu de te débarrasser de moi comme si j'étais un déchet ? La vraie famille ne conspire pas, ne ment pas, ne trahit pas. » Julien était toujours assis, la tête entre les mains. « Maman, je ne savais pas que tu savais. » « Ce que tu ne savais pas, Julien, c'est que ta mère n'est pas la vieille femme sans défense que vous croyez. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'élever 2 enfants seule, construire une maison de mes propres mains et survivre à 67 ans m'a appris à être plus forte que vous ne l'imaginerez jamais. » La confrontation a continué pendant plusieurs minutes, Mélanie criant des accusations et Julien s'enfonçant de plus en plus dans son fauteuil. Finalement, quand ils ont réalisé qu'il n'y avait plus rien à discuter, ils se sont dirigés vers la porte. Mélanie s'est arrêtée sur le seuil
et m'a lancé un regard plein de venin. « Vous allez regretter ça, belle maman. Sans nous, vous finirez seule et abandonnée. J'étais déjà seule, ai-je répondu calmement. Mais au moins, maintenant, c'est par mon propre choix. » Julien s'est approché de moi une dernière fois. « Maman, je sais que les choses ont dérapé, mais tu es toujours ma mère. Si tu as besoin de quelque chose, Julien, l'ai-je interrompu doucement mais fermement, tu es mon fils et tu le seras toujours. Mais le respect se gagne, il ne s'hérite pas. Quand tu décideras d'être l'homme que j'ai élevé, et non la marionnette de ta femme, tu sauras où me trouver. » Il a hoché la tête, les yeux pleins de larmes, et a suivi Mélanie vers la voiture. Je les ai vus s'éloigner par ma fenêtre, ressentant un étrange mélange de tristesse et de libération. C'était douloureux de voir mon fils partir, mais pour la première fois, depuis des mois, je me sentais complètement maîtresse de ma propre vie. Cette nuit-là, j'ai emballé mes biens les plus précieux. Des photos de famille et de temps meilleurs, quelques livres que j'avais lus et relus, la machine à coudre qui m'avait accompagnée pendant des décennies et les bijoux que j'avais hérités de ma mère. Le lendemain, j'ai remis les clés de ma maison à Monsieur Martin, le nouveau propriétaire. C'était un homme âgé, veuf comme moi, qui prévoyait de transformer la maison en un foyer pour ses petits-enfants lors de leur visite. J'étais heureuse de savoir que la maison resterait un foyer familial et non le centre d'opération d'une escroquerie. « Madame Dubois, » m'a-t-il dit en recevant les clés, « je peux voir l'amour avec lequel vous avez entretenu cette maison. Je promets de la garder avec le même soin. » Evelyne est arrivée avec une camionnette empruntée pour m'aider à déménager. « Comment te sens-tu » m'a-t-elle demandé alors que nous chargions les dernières boîtes. « Libre » ai-je répondu sans hésiter. Pour la première fois depuis des mois, complètement libre. L'appartement que j'avais loué s'est avéré encore meilleur que ce que j'espérais. Il avait une vue magnifique sur le parc, beaucoup de lumière naturelle et une sensation de paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les premières semaines dans mon nouveau foyer ont été une période d'adaptation et de redécouverte. Sans le fardeau d'entretenir une grande maison, j'avais plus de temps à consacrer à mon atelier de retouche. Mes clients habituels n'ont eu aucun problème à me suivre dans mon nouvel emplacement, et j'ai même rapidement trouvé de nouveaux clients dans le quartier. Ma situation financière était excellente. Avec les 240 000 € de la vente de la maison investie de manière conservatrice, il générait des revenus supplémentaires qui complétaient parfaitement les bénéfices de mon entreprise. Un mois après le déménagement, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Antoine. « Maman. » Sa voix semblait nerveuse et repentante. « Pouvons-nous parler ? J'ai besoin de m'excuser auprès de toi pour tout ce qui s'est passé. » J'ai accepté de le rencontrer dans le café où j'avais l'habitude de voir Evelyne. Il est arrivé à l'heure, mais il avait l'air hagard et inquiet. « Maman, » a-t-il commencé avant que je puisse dire quoi que ce soit. « Julien m'a tout raconté. Je ne savais pas que Mélanie planifiait ça depuis si longtemps. »« Tu ne savais pas, Antoine ?» ai-je demandé, sceptique. « Tu ne savais pas quand tu me suggérais de déménager en résidence ? Tu ne savais pas quand tu posais des questions sur mes documents légaux ?» Il a baissé les yeux, clairement embarrassé. « Je pensais que c'était vraiment pour ton bien. Mélanie nous a convaincus que tu devenais trop âgée pour vivre seule, que tu avais besoin de soins spéciaux. Et il ne t'est jamais venu à l'esprit de me demander directement ce que je voulais ?» lui ai-je répondu. Antoine a soupiré profondément. « Tu as raison, ma maman. J'ai été un lâche. J'ai laissé Mélanie nous manipuler, Julien et moi. Mais je veux que tu saches que depuis que j'ai appris la vérité, j'ai beaucoup réfléchi au type de fils que j'ai été. » Ces paroles semblaient insincères, mais la blessure était trop profonde pour être guérie par une seule conversation. « J'apprécie ton honnêteté, Antoine, lui ai-je dit. Mais les actions ont des conséquences. Tu ne peux pas conspirer contre ta mère et t'attendre à ce que tout redevienne normal avec des excuses. »« Je comprends, » a-t-il répondu. « Et je n'attends pas ton pardon immédiat. Je veux juste que tu saches que j'ai pris conscience de mes erreurs et que je travaille pour devenir une meilleure personne. » Je lui ai posé des questions sur Julien et Mélanie. « Julien est dévasté, » m'a-t-il raconté.
Il a réalisé que Mélanie l'a manipulé pendant des années, pas seulement pour la maison, mais pour beaucoup d'autres choses. Ils ont de sérieux problèmes conjugaux. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et de tristesse en entendant cela. Satisfaction parce que la vérité avait enfin éclaté. Tristesse parce que cela signifiait que ma famille se désintégrait. « Et la famille de Mélanie ?» ai-je demandé. « Ah !» a répondu Antoine avec un sourire amer. Il s'avère que lorsqu'ils ont appris qu'il n'y avait plus de maison à hériter, leur enthousiasme pour aider à l'entretien a magiquement disparu. Maintenant, Julien et Mélanie doivent se débrouiller seuls avec leur appartement actuel, qui leur semble soudainement très petit et inconfortable. L'ironie ne m'a pas échappé. Les mêmes personnes qui avaient prévu d'envahir ma maison ne voulaient même plus aider pour des problèmes réels. 3 mois après mon déménagement, j'ai établi une routine qui me comblait de satisfaction. Le matin, je travaillais dans mon atelier, l'après-midi, je lisais dans le parc voisin où je rendais visite à Evelyne, et le soir, je profitais de la tranquillité de mon appartement. J'avais rejoint un club de lecture de la bibliothèque locale où j'ai rencontré plusieurs femmes de mon âge avec des histoires similaires de résilience et d'indépendance. Un après-midi, en me promenant dans le parc, j'ai rencontré Julien Junior, mon petit-fils. Il était avec une nounou, visiblement parce que Julien et Mélanie avaient du mal à coordonner leurs horaires, maintenant qu'ils n'avaient plus l'option de me laisser l'enfant comme ils l'avaient prévu. « Mamie !» a-t-il crié en courant vers moi. Je l'ai serré dans mes bras avec tout l'amour que j'avais toujours ressenti pour lui, me rappelant que les erreurs de ses parents n'étaient pas de sa faute. « Pourquoi tu ne vis plus dans ta grande maison, mamie ?» m'a-t-il demandé avec la curiosité innocente des enfants. « Parce que j'ai décidé qu'il était temps de vivre de nouvelles aventures, » lui ai-je répondu. « Tu aimes ta nouvelle maison ?»« Je l'adore, » lui ai-je dit honnêtement. « Elle est parfaite pour moi. » La nounou m'a reconnu et m'a salué cordialement. « Le petit demande souvent de vos nouvelles », m'a-t-elle commenté à voix basse. Ses parents ont été très occupés ces derniers temps. Ce soir-là, j'ai réfléchi à la conversation avec mon petit-fils. J'ai réalisé que même si j'avais perdu la relation étroite avec mes fils, peut-être qu'à l'avenir, je pourrais maintenir un certain lien avec Julien Junior. Les enfants méritent de connaître leurs grands-parents et ils n'étaient pas responsables des décisions de ses parents. J'ai décidé qu'avec le temps, je trouverais un moyen de maintenir ce lien sans compromettre ma propre paix et ma dignité. 6 mois après avoir vendu ma maison, j'ai reçu un dernier appel de Julien. Sa voix était différente, plus mûre, plus réfléchie. « Maman, m'a-t-il dit, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Mélanie et moi, nous divorçons. » La nouvelle ne m'a pas surprise, mais je lui ai demandé comment il se sentait à ce sujet. « Soulagé, » a-t-il admis. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais vécu la vie qu'elle voulait, pas la mienne. Te perdre a été le prix trop élevé que j'ai dû payer pour m'en rendre compte. « Julien, » lui ai-je dit doucement, « j'espère que tu as appris quelque chose de tout cela. » J'ai appris que le respect et l'amour ne peuvent pas être feints, a-t-il répondu, et qu'une mère comme toi mérite des fils qui l'honorent, pas qui la trahissent. Ces paroles m'ont émue, mais je suis restée prudente. Les blessures profondes ont besoin de temps pour guérir complètement. Maintenant, assise sur mon petit balcon avec une tasse de café, regardant le parc où les enfants jouent et les couples de personnes âgées se promènent main dans la main, je peux dire honnêtement que je suis en paix. J'ai perdu une maison, mais j'ai gagné ma dignité. J'ai perdu l'illusion d'une famille parfaite, mais j'ai gardé mon respect de moi-même. À 68 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, pour dire non, pour choisir la vie que nous voulons vraiment vivre. Mon entreprise prospère, mes économies augmentent, mes amitiés se renforcent. Antoine me rend visite occasionnellement, essayant de reconstruire notre relation pas à pas. Julien travaille sur lui-même et peut-être qu'un jour, nous pourrons avoir une vraie conversation sur ce que signifie être une famille.
Mélanie a disparu de nos vies, cherchant probablement une autre famille vulnérable à manipuler. Aujourd'hui, je suis seule, mais pour la première fois depuis des années, je suis en paix. Et cette paix vaut plus que n'importe quelle maison, plus que n'importe quel héritage, plus que n'importe quelle relation construite sur des mensonges et la manipulation. Parce que j'ai appris qu'être seule par choix est infiniment mieux que d'être accompagnée par obligation ou par peur. L'histoire est terminée, mais ma vie ne fait que commencer une nouvelle étape. Une étape où c'est moi qui décide, où c'est moi qui choisis, où je vis selon mes propres termes. Et ça, en fin de compte, c'est la seule chose qui compte vraiment.